Bonjour Catherine, bonjour Irène. Vous êtes toutes deux membres du conseil paramédical de l'Association française du syndrome de Rett et depuis de nombreuses années, vous unissez vos efforts. Quelles en sont les raisons? Eh bien, l'alimentation, la déglutition, la digestion, la nutrition sont des fonctions fortement intriquées. Et la réponse aux besoins des personnes atteintes d'un syndrome de Rett ne peut être unique. Et par contre, elle doit être pluridisciplinaire. En effet, cette approche permet de resituer la personne dans sa globalité et de lui apporter des réponses plus complètes et plus cohérentes qui tiennent compte de toutes ses potentialités. Je rencontre souvent des fillerettes, bien sûr, et je dois dire que la majorité d'entre elles sont assez maigres et on n'arrive pas à les faire grossir. Alors, qu'est-ce que toi, Irène, la diététicienne, tu peux nous proposer pour les faire grossir? Alors effectivement, moi aussi je rencontre de nombreuses personnes Rett qui sont très maigres, voire en situation de dénutrition. Donc je crois qu'il faut agir sur deux axes quand on est face à une telle situation. C'est d'une part enrichir l'alimentation pour essayer de leur faire gagner du poids, et d'autre part aller rechercher les causes. Pourquoi ne mangent-elles pas suffisamment pour couvrir leurs besoins? Les causes, c'est souvent la douleur, le reflux gastro-œsophagien. Alors effectivement, la douleur est anorexigène et les problèmes digestifs dont les personnes Rett peuvent souffrir, le reflux gastro-œsophagien, la constipation, les gênent énormément pour s'alimenter correctement. Alors tu parles de constipation, je suppose que tu vas nous parler aussi d'hydratation. Bien sûr. Évidemment. Il y en a quand même, j'en vois quand même, qui ont, surtout les plus âgés, qui ont un surpoids. Alors nous allons en parler aussi, sachant que dans ce domaine-là, il va falloir essayer d'agir très précocement, ne pas laisser s'installer une prise de poids. Tu nous diras un petit mot sur l'ostéoporose ? Également. Nous avons parlé d'enrichir l'alimentation des personnes Rett, et c'est un point essentiel, car leurs besoins nutritionnels peuvent être très importants, notamment si elles sont spastiques, si elles ont des stéréotypies, si elles marchent beaucoup et si elles ont des crises d'épilepsie fréquentes. Alors on a du mal à estimer ce que représentent ces besoins en énergie, mais toutes les personnes qui ont ce type de symptômes sont très très maigres. Donc vraisemblablement, elles ont des besoins énergétiques très importants. Peut-être qu'on pourrait comparer à celle du sportif de haut niveau. Et puis, il y a des périodes un peu critiques dans la vie d'une personne Rett qui génèrent aussi une augmentation des besoins en énergie. Notamment lors d'une opération chirurgicale, je pense à l'arthrodèse, qui est une opération assez souvent proposée aux enfants et aux jeunes filles Rett, quand elles ont une grosse infection, surtout si cette infection est accompagnée de douleurs et de fièvre. Et puis, la période de croissance en elle-même génère des besoins plus importants. Alors, tu vas nous expliquer comment on peut enrichir, effectivement, et les faire grossir. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents ? Enrichir l'alimentation, on va y aller progressivement, bien évidemment, pour respecter la digestion de l'enfant. Et on va essayer de concentrer l'enrichissement sous un petit volume, pour que chaque cuillère apporte le maximum d'énergie. Parce que bien souvent, elles ont un petit appétit. C'est ce qui nous gêne souvent. On a du mal à leur donner plus en quantité, donc on va essayer de concentrer. Alors par exemple, au petit déjeuner, il va falloir qu'il y ait systématiquement un produit céréalier qui va leur apporter des glucides complexes, des sucres lents. Il va falloir qu'il y ait un produit laitier qui va leur apporter du calcium, des protéines. Et ce produit laitier, on va pouvoir l'enrichir en utilisant du lait concentré non sucré, par exemple, ou en utilisant du lait de croissance qui va être enrichi en fer. Et puis, on peut rajouter également des matières grasses, du beurre, de la crème fraîche. Alors, tu parlais de lait de croissance enrichi en fer. Lait de croissance... Quand les filles ont fini leur croissance, est-ce qu'on peut quand même leur en donner? Ça paraît curieux quand même. Oui, notamment aux personnes qui manquent de fer. Je pense que ça peut être un apport complémentaire de fer intéressant. Alors, aux autres repas, on peut enrichir très facilement une purée ou un potage avec de la poudre de lait, avec du lait concentré, avec du fromage.
Alors un fromage qui est très intéressant, par exemple, c'est le parmesan, enfin tous les fromages à pâte cuite. Mais le parmesan ne fait pas de fil, donc ne les gêne pas au niveau de la déglutition, et est très riche en protéines et en calcium. Je crois que c'est un des fromages les plus riches en calcium. Tout à fait. On peut ajouter de la sauce béchamel qu'on peut enrichir avec de la crème, avec du beurre, pour qu'elle soit beaucoup plus dense en calories. Et puis, on peut ajouter aussi différentes huiles, en variant les huiles pour couvrir tous les besoins en acides gras essentiels. Un dessert également peut s'enrichir. Dans une compote, dans un laitage, un dessert lacté, on peut ajouter de la poudre de lait, du lait concentré, un petit biscuit mixé. Et sans augmenter le volume, eh bien, on augmente très largement la densité énergétique du dessert. Alors, en ce qui concerne les boissons, eh bien, au lieu de proposer de l'eau, on peut proposer du lait aux petites filles, aux jeunes femmes qui ont besoin de gagner du poids. En même temps, elles vont avoir des protéines et du calcium. On peut le proposer à différentes températures. Souvent, elles aiment bien un petit peu tiède ou chaud. Et puis, nous avons aussi à disposition tous les produits enrichis fournis par l'industrie pharmaceutique qui rendent également de grands services. Tu nous as parlé des causes, de rechercher les causes de la dénutrition. Alors effectivement, j'ai parlé de deux axes vis-à-vis d'une personne en situation de dénutrition, enrichir l'alimentation et rechercher les causes. Alors parmi ces causes, eh bien, il y en a certaines dont tu nous parleras, Catherine, tout à l'heure, qui sont l'adaptation de la texture aux possibilités de mastication de l'enfant pour que l'alimentation soit la plus adaptée possible, l'hypernoséeux, qui les gêne énormément pour manger, et puis tous les problèmes bucco-dentaires qu'elles peuvent rencontrer. Et moi j'insisterai plus sur deux points, c'est de leur proposer une alimentation qu'elles aiment, des choses savoureuses, des choses bien présentées, colorées, qui leur donnent envie de manger. Le point essentiel, c'est de s'occuper de la digestion de ces personnes et de chercher si elles n'ont pas un problème de reflux gastro-œsophagien ou des troubles du transit intestinal. Effectivement, le reflux gastro-œsophagien est très répandu dans la population du polyhandicap. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste ? L'estomac fabrique de l'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique ne doit pas remonter dans l'œsophage. Nous avons un sphincter entre l'estomac et l'œsophage qui s'appelle le cardia, qui empêche cette remontée acide. Pour des raisons diverses, de nombreuses personnes polyhandicapées ont ce sphincter un peu relâché. Et donc l'acide va remonter dans l'œsophage, et c'est ça qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Et alors, comment on peut repérer des troubles dus à un reflux gastro-œsophagien ? La première chose, c'est que ce reflux gastro-œsophagien, c'est extrêmement douloureux. C'est de l'acide chlorhydrique qui va arriver sur une muqueuse qui n'est pas prévue physiologiquement pour recevoir de l'acide chlorhydrique. Donc ça brûle. Cette douleur, eh bien, une personne raide, elle va l'exprimer par des cris, par des pleurs, par des grimaces, des refus alimentaires. Et j'en vois même, moi, qui mettent carrément la main au fond de la gorge, et en faisant ça, elles nous montrent là où elles ont mal, en fait. C'est juste aussi. Cette attitude, il faut faire attention à ne pas la confondre avec des stéréotypies. Tout à fait, c'est très important. Dans certains cas, le reflux gastro-œsophagien peut se manifester également par des régurgitations, voire des vomissements. Oui, c'est pas toutes. Pas toutes. Oui. Ensuite, il y a aussi des manifestations ORL, respiratoires. L'acide qui va remonter dans l'œsophage, parfois va remonter jusque dans la sphère oropharyngée et va agresser cette muqueuse aussi. Donc en réaction, la muqueuse va sécréter énormément. Donc les personnes vont tousser, vont être encombrées en permanence à ce niveau-là. Et parfois vont être plus facilement enrhumées, souffrir de rhinopharyngite, d'otite, de multiples troubles ORL. Quelquefois, on peut aussi diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien au décours d'une prise de sang où on découvre une anémie par manque de fer. Tu nous as défini le reflux gastro-œsophagien, tu nous as montré comment on peut déceler ce problème. Maintenant, que peut-on faire par rapport à ça ? Dans la vie quotidienne, il y a
quelques mesures simples à prendre pour faciliter la vie des personnes qui ont un reflux gastro-œsophagien. Sur le plan de l'alimentation, on va déjà éviter les aliments très acides qui peuvent irriter cette muqueuse qui est déjà très inflammée. Donc je pense à la famille des agrumes, au citron, orange, pamplemousse, au kiwi, à la tomate cuite, à l'abricot, au vinaigre. Toutes ces choses-là, on va les éliminer de l'alimentation dans un premier temps pour éviter de faire souffrir la personne. Alors en ce qui concerne l'alimentation, on va essayer d'adapter la texture du repas aussi aux possibilités de mastication. Je te laisserai en parler plus longuement tout à l'heure. Dans la vie quotidienne, pour faciliter la digestion et éviter le reflux, la position assise est recommandée après le repas. Parce que dès l'instant où on est allongé, forcément, mécaniquement, le reflux est facilité. La nuit, une position inclinée, une surélévation de la tête est recommandée. Et puis, il va falloir lutter contre les causes du reflux qui sont essentiellement liées à une hyperpression intra-abdominale. Alors, cette hyperpression, elle peut être due à la constipation, c'est l'une des premières causes, et il ne faut pas l'aggraver par des vêtements trop serrés à la taille, des jeans trop serrés qui pourraient aussi favoriser le reflux. Donc ça, ce sont les précautions qu'on peut prendre dans la vie quotidienne, mais la chose la plus importante aussi, c'est d'aller consulter son médecin, de lui faire part de tout ce qu'on a pu constater chez l'enfant ou la personne adulte et de discuter avec lui d'un éventuel traitement. Tout à fait. Tu as cité la constipation comme cause possible de reflux gastro-œsophagien par pression intra-abdominale. On rencontre la constipation de façon majoritaire dans le milieu du polyhandicap. Que peux-tu dire sur les personnes RET là-dessus? Alors, les personnes RET, comme la plupart des personnes polyhandicapées, souffrent de constipation, surtout les personnes adultes. Alors, sur le plan de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à avoir un meilleur transit intestinal? Il y a deux choses sur lesquelles on peut agir, c'est apporter des fibres alimentaires et apporter de l'eau. C'est les deux choses qui vont favoriser le transit. Alors les fibres, on peut les apporter sous forme de fruits et légumes, de légumineuses, par exemple sous forme de potage, sous forme de légumes cuits, de fruits crus ou cuits, de crudités à condition qu'elles soient mixées ou en jus pour les personnes qui ont des difficultés de mastication. Les pruneaux sont également très intéressants dans ce domaine-là, sous forme de compote de pruneaux, 1 ou 2 fois par semaine. On peut également s'aider d'eau minérale riche en magnésium qui ont aussi un petit effet sur le transit intestinal. On entend toujours dire que pour lutter contre la constipation, il faut bouger, et ne pas être trop sédentaire. Alors certaines marchent, mais et les autres? Alors celles qui marchent, vraisemblablement, souffrent un peu moins de constipation que les autres. Donc tout ce qui va pouvoir favoriser le mouvement chez la personne, qu'il soit actif ou passif, va aider au transit intestinal. La verticalisation aussi est quelque chose d'important. On peut aider aussi une personne à avoir un meilleur transit en lui massant le ventre, en partant du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre ou avec la douchette le matin à la toilette. Et dans de nombreux cas, le traitement laxatif sera également indispensable, surtout à l'âge adulte. C'est beaucoup moins fréquent, mais on rencontre tout de même, surtout chez les adultes, des fillerettes qui ont un certain surpoids. C'est pas très bon pour elles parce qu'au niveau orthopédique, ça peut poser des problèmes. Puis je pense aux parents aussi. Ça leur abîme le dos, quoi. Je crois que dans ces cas-là, il est important d'agir en prévention ou dès l'amorce de la prise de poids pour éviter de contraindre une personne à des restrictions alors qu'elle ne l'a pas choisi elle-même. C'est déjà difficile quand on l'a choisi, mais quand on ne l'a pas choisi, ça peut être source de carences, de frustrations qui ne sont pas intéressantes dans la qualité de vie de la personne. Donc, je crois que dès qu'il y a une petite prise de poids, il faut ajuster les quantités, il faut essayer de limiter les sucreries, les matières grasses qui génèrent facilement des prises de poids. Et je voudrais porter l'attention sur les boissons. Bien souvent,
les boissons sucrées et l'utilisation intensive d'épaississants constituent un piège qu'on ignore. Et on ignore que quand on met de l'amidon dans une boisson pour l'épaissir, eh bien on apporte aussi énormément de calories. Et dans certains cas, j'ai vu des personnes chez lesquelles on modifiait la boisson, et en arrêtant les boissons sucrées et l'épaississant, eh bien on obtient d'emblée des pertes de poids. Ça, c'est plutôt optimiste. Bon, alors on parle beaucoup d'hydrater, mais on a parlé aussi simplement de supprimer les boissons sucrées pour faire perdre du poids. Alors le problème, c'est que énormément d'enfants et personnes polyhandicapées, dont les fillerettes font partie, n'aiment pas beaucoup l'eau pure. Alors c'est vrai, l'eau n'a pas beaucoup de goût, ne donne pas beaucoup d'informations sensorielles et souvent elle n'est pas appréciée. Mais on peut aromatiser l'eau sans forcément ajouter énormément de calories. Par exemple, on peut utiliser des eaux aromatisées ou on peut les préparer soi-même à l'aide de tisanes aux fruits, de tisanes aux plantes, de fleurs d'oranger. On peut donner aussi des jus de fruits, des jus de légumes frais qui vont apporter en plus de la vitamine C et des sels minéraux. On peut donner du lait ou des boissons lactées qui vont apporter du calcium, des protéines. Le goût du café, de la chicorée, du thé peut être apprécié également. Et quand on veut modifier la texture, eh bien, on peut utiliser des yaourts à boire ou simplement ajouter un peu d'eau dans un laitage ou dans une compote. Ça permet d'avoir une texture un petit peu plus épaisse et d'apporter à boire. On peut également utiliser de l'eau gélifiée, à sa base de gélatine. Alors la dose est à peu près 7 feuilles de gélatine pour 1 litre d'eau. Ça n'apporte pas du tout de calories et on peut l'aromatiser avec tout ce dont je vous ai parlé. Toutes les boissons dont je viens de parler peuvent être gélifiées. On peut également proposer les boissons à différentes températures. Quelquefois, on constate que les personnes préfèrent des boissons tièdes plutôt que froides. Oui, c'est vrai ça. Je l'ai souvent constaté moi-même. Il faut que tu nous parles de l'ostéoporose, qui est un problème, je dirais, prégnant dans le polyhandicap. Oui, et prégnant vraisemblablement aussi dans le syndrome de Rett. Des études sont en cours actuellement dans ce domaine-là. Alors, sur le plan de l'alimentation, que peut-on faire ? Eh bien, je crois que les recommandations qui sont données à l'ensemble de la population française sont valables aussi pour les enfants et les jeunes femmes Rett. La principale source de calcium dans l'alimentation, eh bien, ce sont les produits laitiers. Il est recommandé d'en consommer 4 par jour pour un enfant, 3 par jour pour un adulte. Ce calcium a besoin de vitamine D pour se fixer sur les os. La vitamine D dans l'alimentation, on la trouve dans les poissons gras, dans les produits laitiers s'ils ne sont pas écrémés, et on en synthétise aussi au niveau de la peau quand on est exposé à la lumière du jour. Dans certains cas, les personnes Rett auront besoin d'une supplémentation en vitamine D, mais uniquement sur avis médical. De nombreux parents et professionnels se demandent s'ils peuvent donner à manger des morceaux aux jeunes filles Rett. Oui, effectivement. Et il y a de nombreuses fillerettes à qui on donne des morceaux. Alors, c'est un problème parce que elles seraient capables de mastiquer, elles ont une langue qui travaille bien, qui est capable de faire les mouvements transversaux, d'aller contrôler un morceau entre les molaires. Mais il y a un problème, c'est la rigidité de tous les muscles bucco-faciaux, et notamment les masséters, qui sont les muscles de la mâchoire, qui sont très raides, très spastiques. Ce qui fait que ça limite énormément les amplitudes d'ouverture-fermeture de la mâchoire, et quand on les voit manger, on voit à peine bouger. Et donc, ce sont des enfants ou des personnes qui se fatiguent très vite avec des morceaux. Voilà, alors, si elles se fatiguent très vite, et elles ne vont pas manger très vite, et les temps de repas vont être très longs et très fatigants pour l'enfant ou la personne Rett, mais c'est aussi fatigant pour la personne qui donne à manger, hein, c'est exténuant. Donc, morceaux, oui, mais pas tout un repas.
il vaut mieux, pendant le gros du repas, le plat de résistance, donner sous forme mixée ou écrasé à la fourchette. En faisant ainsi, le temps de repas sera diminué, hein, et ça va représenter beaucoup moins de fatigue, là encore, pour la personne et pour les parents. Ouais. Est-ce que le fait de mixer les aliments a aussi une incidence sur la digestion? Absolument. Un morceau insuffisamment broyé et insalivé va rester plus longtemps dans l'estomac. Donc ça va ralentir la vidange gastrique. D'autre part, un morceau dans les intestins va ralentir la motricité intestinale et donc aggraver les problèmes de constipation. Tu disais à l'instant qu'elles avaient des possibilités de mastication, des capacités. Comment leur permettre d'utiliser ces capacités, à quel moment et comment? Alors oui, tout à fait, il faut maintenir une mastication parce qu'elles en sont tout à fait capables, mais dans des moments courts, brefs. Alors ça va être par exemple à la fin du repas, avec un peu de pain et du fromage. Ça peut être en dessert des morceaux de fruits bien mûrs, au goûter, avec des biscuits, des morceaux friables. Toujours introduire le morceau latéralement et le pousser donc entre les molaires, une fois d'un côté, une fois de l'autre, en alternant comme ça. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est favoriser la mastication avec le traitement Root, qui est une cryothérapie qui détend tous les muscles faciaux et qu'on pourrait faire juste avant les repas. Vous allez voir sur les images. Toute la série autour de la bouche, sur les joues et sous la mâchoire inférieure ne sera faite qu'une seule fois par séance. Immédiatement après, donnez quelques morceaux tendres à mastiquer en veillant à introduire latéralement sous les molaires en alternant les côtés. Ceci sera fait tous les jours avant les 2 repas principaux, sur une période de 10 mois. Le traitement Root peut être couplé avec une rééducation du bavage si nécessaire. Existe-t-il des risques de fausse route chez les fillerettes? Oui et non, là encore. Oui et non, car en ce qui concerne les solides, quand je parle de solides, j'entends une purée, une compote, un yaourt, hein, des aliments écrasés. Les fillerettes ne sont pas vraiment un risque de fausse route. Ce n'est pas du tout une caractéristique des fillerettes. Par contre, pour les boissons, les parents soulignent qu'elles toussent beaucoup en buvant. Et ça, c'est dû à 2 choses. Premièrement, le positionnement qui n'est pas très bon. Souvent, on les laisse en extension, en légère extension tête-cou. Et deuxièmement, les liquides informent beaucoup moins et glissent plus vite. Donc, il faudra, lorsqu'on donne des liquides, lorsqu'on donne à boire, augmenter considérablement la flexion tête-cou, comme vous allez voir sur les images. Le gobelet échancré permettra de maintenir la tête fléchie au moment d'en vider le contenu. Le sujet est assis en position symétrique. Une main maintient la tête en flexion et l'autre soutient la mâchoire tout en tenant le verre. On se limitera à un contact du liquide avec la lèvre supérieure sans verser afin de favoriser la réaction active de la lèvre qui vient aspirer le liquide. Catherine, je connais certaines fillerettes qui ont des bonnes capacités de mastication et qui refusent les morceaux ou qui les avalent tout rond. Qu'en penses-tu? Effectivement, ce type de stratégie, refuser ou avaler tout rond, on le retrouve dans le polyhandicap chez des personnes qui ont un hypernoséeux, ce que j'appelle un hypernoséeux. Et comment reconnaître des personnes qui souffrent d'un hypernoséeux, hormis ce problème de refus des morceaux? Eh bien, ce sont des gens qui sont très sélectifs au niveau de la température, au niveau des goûts et au niveau des textures. D'autre part,
on les repère aussi parce que ce sont des gens qui ont un appétit, j'appelle ça moi en dents de scie, très très irrégulier. Des périodes où ils mangent à peu près bien et des périodes où ils mangent très peu. Et ça inquiète leur entourage. Alors, au niveau des aversions, par exemple les températures, combien de fois on entend, tu dois l'entendre aussi, des AMP, des éducs qui disent « Ah ben pour une telle, il faut sortir le yaourt du réfrigérateur à l'avance parce que sinon on va avoir un refus ou des affreuses grimaces. » En ce qui concerne les consistances, ça va être une préférence pour quelque chose de très onctueux, très lisse, hein, pas un grain. Combien de fois on voit nos hyper-nauséeux qui sélectionnent le moindre petit grain, qui le rejettent ou qui font d'affreuses grimaces avec ce petit grain, ou même qui toussent. Hein. Il faut quand même bien le dire, ce qui caractérise ces personnes hyper-nauséeuses, c'est un goût très prononcé pour le sucré. Le manque d'appétit dont tu parlais, est-ce qu'il y a des moments où il se manifeste plus particulièrement? Tu disais en dents de scie, quels sont les moments critiques? Ce sont les épisodes fébriles, les épisodes de fatigue même. Hein. Par exemple, quelqu'un d'hypernauséeux après une opération, comme une arthrodèse, va être très 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 difficile à nourrir. Et très souvent, il va falloir passer par un épisode d'alimentation par sonde nasogastrique. Et puis, il faut savoir aussi que c'est fluctuant dans la journée. Quand on est hypernauséeux, on l'est beaucoup plus le matin. Et tu parles donc de hypernauséeux, est-ce qu'on a des signes de nausée, des hauts le cœur de temps en temps? Ça arrive aussi, mais il faut pas en conclure, si on ne voit pas de haut le cœur en mangeant, il ne faut pas en conclure que ce n'est pas un hypernauséeux. C'est très variable. Que peut-on faire, Catherine, pour aider ces personnes qui souffrent d'un hypernauséeux? Il y a la désensibilisation avec des massages intrabuccaux qui ont fait leur preuve depuis 30 ans, que j'ai moi-même appris en faisant ma formation Bobat à Toulouse. Et maintenant, un grand nombre d'orthophonistes se sont fermés à ces techniques et le font avec beaucoup de succès. Alors, bien sûr, ce n'est pas uniquement le travail d'orthophoniste, les orthophonistes sont là pour accompagner dans la désensibilisation, dans le programme de désensibilisation, mais ces massages sont faits généralement par les parents, les familles et les professionnels qui s'occupent des enfants ou des personnes hypernauséeuses. Ces massages, ils doivent être très réguliers. Ils doivent être faits de manière pluriquotidienne et sur plusieurs mois. Alors, pluriquotidienne, au moins 7 fois par jour et pendant 7 mois. Mais vous allez voir sur ces images comment procéder à ces massages. Il faut que ça brûle. Et plus vite que ça. Ça me brûle, hein. Je vais me tendre le Allez, doigt. plus vite. Voilà. Et le pic sur la langue. Vous allez le faire. Non, il faut sortir plus vite que ça. Il faut, comme s'il y avait un ressort, comme si, voilà. La maman de Marie vient de faire l'apprentissage du geste sur ma main, mais dans la bouche, qui est lubrifiée par la salive, il n'y a aucune sensation désagréable. Ces massages peuvent se faire selon l'âge, sur la table allongée, sur les genoux, sur une chaise ou sur un fauteuil. Il est bon de détourner l'attention de l'enfant par une comptine ou, pour l'adulte, une verbalisation plaisante pendant qu'on fait ces massages. Alors, en quoi les massages peuvent désensibiliser un hypernauséeux? Soumis à des stimulations soit constantes, soit itératives, les organes des sens ont un phénomène d'habituation ou d'adaptation. Eh bien, par exemple, les lunettes. Les premiers temps qu'on porte des lunettes, on les a sur le nez, au niveau tactile, on ne les supporte pas, ça nous gêne, on les sent tout le temps. Et au bout de quelques temps, on ne les sent plus. Il m'arrive, moi, de chercher mes lunettes alors que j'ai sur le bout du nez. C'est ça le phénomène d'habituation ou d'adaptation. Et en renouvelant des massages 7 fois par jour, tous les jours pendant 7 mois, on va jouer sur ce phénomène d'habituation et d'adaptation. Et en ce qui concerne le bavage, dans l'enquête que tu avais réalisée en 2001, 84% des fillerettes étaient concernées de manière plus ou moins importante par le bavage. Pourquoi bave-t-on et que peut-on faire pour les aider?
Principalement, c'est un problème de sensibilité. Si les récepteurs de la muqueuse buccale ne sont pas informés qu'il y a de la salive, l'information ne va pas monter donc, et l'ordre d'avaler ne descendra pas. À titre d'exemple, c'est ce que nous pouvons ressentir, mais en beaucoup plus important, quand nous sortons de chez le dentiste après une anesthésie. Ça, c'est le facteur, à mon avis, principal. Maintenant, ce phénomène peut être considérablement aggravé par l'absence de respiration nasale, c'est-à-dire, et ça arrive souvent dans le polyhandicap, que les enfants respirent, ou les personnes respirent par la bouche, et donc si la bouche est toujours ouverte, ça va faciliter la perte de salive. De même que certaines personnes raides ont souvent les mains dans la bouche, et donc ça favorise la perte de salive. Et ce sont les facteurs principaux. Il y a aussi les traitements antiépileptiques qui ralentissent l'activité cérébrale, et il faut bien le dire, déglutir sa salive, c'est une activité cérébrale. Mais ce n'est pas le facteur le plus important. Est-ce que dans certains cas, on peut parler d'hypersalivation ? Oui, il y a 2 cas où on peut parler d'hypersalivation. C'est, premier cas, c'est le reflux gastro-œsophagien, car devant une attaque acide, l'organisme, comme tu l'as dit tout à l'heure, se défend, hein, et donc va sécréter, et notamment de la salive, pour essayer de faire tampon. Surtout chez l'enfant, il faut quand même savoir que la composition de la salive est très basique, elle peut monter jusqu'à 8, le pH peut monter jusqu'à 8. Donc, effectivement, il y a un effet tampon. Ensuite, il faut bien le dire, un mauvais état bucco-dentaire peut favoriser le bavage. Une gingivite, c'est douloureux. Et donc, l'organisme va réagir en sécrétant pour essayer de lutter contre la douleur. Il faudra donc, avant de se lancer dans la rééducation, bien évidemment, assainir cette bouche. Je conseille le bicarbonate de sodium, qui rend les brossages plus faciles, qui ne mousse pas, et qu'on n'a pas forcément besoin de rincer, parce que si elles en avalent un peu, c'est pas très grave. En pratique, comment réaliser la rééducation du bavage ? On va procéder là encore avec la cryothérapie. On va passer un glaçon sur la langue, ce qui provoque une énorme envie d'avaler. D'ailleurs, on va regarder les images. Cette cryothérapie doit être faite tous les jours avant les 2 principaux repas. On effectue 4 à 5 passages sur la langue, partant de l'arrière vers l'avant. Entre chaque passage, attendre une déglutition ou 2. Les progrès arrivent vite en 1 mois et demi, mais il faudra poursuivre pendant 10 mois pour un effet durable. S'il n'y a aucun progrès perceptible au bout de 3 mois, il n'est pas utile de poursuivre la rééducation. Très bien, merci Irène. Merci Catherine.